Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Voilà, donc moi je m'appelle Céline Rouge Frédéric Houbeek. et nous avons créé une association, une ASBL, qui s'appelle Checopa, qui est l'acronyme de Chenille, Cocon, Papillon. Et donc aujourd'hui nous allons vous faire une conférence sur un thème qui nous tient à cœur, puisque c'est à l'occasion de nos 20 ans de mariage. Et ce thème, c'est découvrir notre secret pour trouver chaussures à votre pied et réussir votre vie de couple et votre vie de famille de manière durable et épanouissante. Alors maintenant, vous n'allez plus nous voir parce que vous verrez seulement le PowerPoint qui est retranscrit ici sur la télévision. Je vous conseille vivement de prendre de quoi boire, de quoi noter surtout parce que nous allons vous proposer des exercices que vous pourrez continuer par la suite pour trouver chaussures à votre pied. Voilà. A tout de suite. Mon mari et moi avons créé, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'ASBL Checopa, qui veut dire, donc c'est un acronyme de chenille, cocon et papillon, et qui a comme objectif de permettre aux personnes de devenir autonomes et responsables et à sortir de la manipulation mentale, sectaire et commerciale. Alors si vous avez envie d'avoir plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur notre site www.checopa.be. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Alors, le 20 thème... ans de mariage, oui. Oui, donc notre thème d'aujourd'hui, c'est... Découvrez nos secrets pour trouver chaussures à votre pied et réussir votre couple et votre vie de famille. Voilà, donc nous, on a 20 ans de mariage et donc on a passé par beaucoup de choses et on est vraiment en voie d'évolution par rapport à notre mariage. Donc moi je me présente, je m'appelle Céline Rouge, je suis de formation, j'ai une formation en thérapeute et en coaching de vie, donc je suis aussi conférencière. Moi c'est Frédéric Houbeek, éducateur de formation, auteur, photographe et conférencier. Voilà, les présentations faites, on peut continuer. Alors, il s'agit bien de notre recette pour trouver chaussures à votre pied et la garder. Donc c'est quelque chose qu'on voulait vous partager de notre expérience, bien sûr. C'est pas une vérité universelle, il y a bien d'autres choses et d'autres personnes qui pourront vous apporter du soutien par rapport à votre recherche de bonheur à deux. Alors on va discuter de 4 points. Donc c'est la table des matières. Donc le premier c'est ce qu'il faut savoir sur soi et sur son futur autre soi pour trouver son âme sœur. Et on va faire des exercices de manière pratique. Deuxième thème qui va être abordé, c'est connaître notre méthode pour trouver la bonne personne. Et le troisième, les 4 piliers d'une relation durable et épanouie. Et on terminera avec les pièges à connaître pour les utiliser comme voie d'évolution. Le premier thème sur ce qu'il faut savoir sur soi et sur son futur autre soi, donc futur conjoint ou compagnon pour trouver son âme sœur. Alors j'ai bien aimé cette photo de Daisy qui dit qu'elle a cherché partout dans les placards, chez les voisins, elle n'a pas trouvé de défaut, donc elle est parfaite. Si ce n'est pas votre cas, que vous n'êtes pas parfait, c'est une très bonne nouvelle finalement parce que ça va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Nous, on a pu constater que beaucoup de personnes choisissent mal leur autre soi, leur conjoint, leur compagnon, parce qu'à la base, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc c'est vraiment important d'apprendre à bien se connaître. Alors ici, je vais vous mettre la prochaine vidéo, prochaine photo ici, c'est sur une partie de notre connaissance de soi, qui, on a pu le vérifier avec les personnes qui sont venues avec nous en atelier, qui correspond quand même assez bien à l'ordre de naissance qu'on a. Donc l'endroit où on est en fait dans la fratrie va nous donner des traits, des caractéristiques, des traits de personnalité qui seront quand même bien dominants. Après, c'est sûr que si on travaille sur soi, on peut évoluer et faire en sorte que les traits de caractère qui peuvent être en déséquilibre, qu'on appelle communément un défaut, peuvent s'avérer quelque chose de bénéfique pour l'avenir. Voilà. Et on a fait sur une famille de 3 personnes. Donc l'aîné, le cadet et le benjamin, ou l'enfant unique. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir deux personnes ou 3. La 4e, 5e, souvent, ça reprend l'aîné. Ça reprend l'aîné. En tout cas, la 4e, ça s'est avéré qu'en général, c'est l'aîné. Ça reprend le caractéristique de l'aîné. Les caractères qu'on va développer vont avoir une incidence, bien entendu, avec le compagnon avec qui on va vivre. Apprendre à se connaître par plusieurs outils. Donc nous, dans Checopa, on fait des ateliers régulièrement pour proposer aux personnes de découvrir ces outils. Donc il y a l'énéagramme
Les éléments chinois, là il y a 5 dans les éléments chinois, et les blessures de vie, il y en a 5 aussi. Donc pour résumer, en gros, dans l'énéagramme, vous avez 9 grands types de personnalités. Vous avez énormément de renseignements sur Internet, dans les livres, et c'est vraiment quelque chose que quand vous commencez à chercher, à découvrir, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez voir de facettes différentes, vraiment un petit peu comme un diamant. Les éléments chinois, c'est aussi un petit peu la même chose, ça rejoint énormément l'énéagramme. Et les blessures de vie, ici je l'ai mis en fonction de l'énéagramme, mais c'est vraiment aussi important de comprendre que nos blessures de vie vont façonner aussi notre personnalité tant qu'on n'est pas en conscience, et vont provoquer des heurts vis-à-vis de l'autre aussi, si on n'arrive pas à comprendre les réactions de l'autre par rapport aux blessures qu'il a vécues. Donc autant ça va nous permettre d'apprendre à se connaître, d'être en voie d'évolution par rapport à nous-mêmes, donc en voie d'épanouissement, autant ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi on est attiré peut-être systématiquement vers les mauvaises personnes, et pourquoi on a des heurts par rapport à certains comportements. Donc ça peut nous permettre, si on est déjà en couple, de mieux comprendre l'autre, et si on n'est pas en couple, de savoir consciemment vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on peut accepter par rapport à la phase d'évolution où on est pour l'instant. Alors on va faire un test. Alors, je vous invite à prendre un bic et une feuille. On appelle ça le test du cochon. Donc sur une feuille, on va laisser cette image le temps que vous puissiez faire cet exercice. Et vous allez voir que ça va être déterminant par rapport à votre personnalité. Donc prenez une feuille blanche, dessinez un cochon. Voilà, on va passer à l'image suivante. On va passer à l'image suivante. Si vous n'avez pas fini, mettez bien mettez pause alors. Voilà. Voici le résultat. Alors, le cochon sert de test de personnalité. Donc, si vous avez dessiné par exemple le cochon sur la partie supérieure de la feuille que vous avez prise, eh bien, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de positif et optimiste. Plutôt, si elle est vers le centre, vous êtes quelqu'un de réaliste. Et si le cochon est dessiné plus vers le bas de la feuille, ça montre effectivement un côté pessimiste et une tendance à avoir un comportement négatif. Bon, c'est général, il ne faut pas focaliser là-dessus, mais ça donne déjà des traits. Alors, si maintenant vous avez dessiné le regard du cochon, si le cochon regarde vers la gauche, c'est que tu crois à la tradition, tu es amical et tu rappelles facilement les dates, fêtes d'anniversaire, etc. Si par contre le cochon regarde vers la droite, ça veut dire que tu es innovateur, actif, mais tu as un grand sens de la famille et n'accordes pas d'importance aux dates importantes. Et si maintenant le cochon regarde face à toi, donc vraiment face à la feuille, ça veut dire que tu es quelqu'un de direct, tu aimes être l'avocat du diable et tu n'as pas peur d'affronter des discussions. Alors par rapport au regard, lors des ateliers on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc celui qui regarde face, en général la tête du cochon elle est bien devant. Oui. C'est pas seulement les yeux, c'est vraiment la tête. Et alors par rapport au regard gauche-droite aussi, regardez par rapport au corps où se situe la tête. Oui. Si l'expression du regard n'est pas clairement mise, qu'on a mis juste de petits points, alors c'est vraiment la tête qui va jouer. Ouais. Alors les détails. Alors s'il y a beaucoup de détails, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est analytique, patient et méfiant. Par contre, s'il n'y a pas beaucoup de détails, c'est quelqu'un qui est plutôt émotionnel, ingénu, pas très méthodique et qui prend beaucoup de risques. Voilà, donc pour les détails, c'est la même chose. On nous a posé pas mal de questions aussi là-dessus. En général, si on a fait juste la tête, le corps, la queue, les oreilles, le nez, et encore le nez, c'est rare qu'on fait, et la bouche. Et encore souvent, il n'y a que les yeux. Hein. Oui, souvent, oui. Donc voilà, en général, ceux qui ne font pas beaucoup de détails, c'est vraiment le minimum. Si on commence à faire des yeux avec des cils, qu'on commence à mettre des poils, on commence à faire des choses comme ça, là on est plus dans les détails. Mais déjà, c'est vrai que la bouche et le nez, c'est déjà des personnes qui mettent des détails. Alors les pattes. Alors si vous avez dessiné 4 pattes, enfin ici on parle de moins de 4 pattes au départ, ça veut dire que tu es insécure ou bien tu es en train de vivre une période de grands changements dans ta vie. Par contre, si vous avez dessiné 4 pattes, eh bien, ça veut dire que vous êtes une personne sûre, obstinée et qui s'accroche à des idéaux. Par contre, si vous n'avez pas dessiné plus de 4 pattes, ben là, effectivement, il y a un souci. Il faut savoir qu'un cochon a toujours 4 pattes. On n'a jamais eu ce problème-là pour l'instant. Oui. Alors, les oreilles. Les oreilles et la queue. Alors, les oreilles indiquent la capacité d'écoute envers les autres. Au plus elles sont grandes, au mieux c'est. Donc, si vous avez dessiné des grandes oreilles, c'est que vous êtes fort à l'écoute des autres. Par contre, si elles sont plus petites, c'est que vous êtes moins à l'écoute.
Alors la queue, c'est aussi important. La longueur de la queue indique la qualité de tes relations sexuelles. Voilà, donc si maintenant vous n'avez pas dessiné une queue, je suis désolé, on ne peut pas recommencer le test. Ouais, c'est peut-être qu'il y a un déni au niveau de la sexualité. De la sexualité ou du corps, de tout ce qui est émotionnel. Voilà. Souvent on entend parler, j'ai rencontré quelqu'un, mais ce n'était pas le bon numéro. Alors j'aimerais bien trouver vraiment la perle rare, etc. Je crois que tout le monde désire effectivement trouver la perle rare ou le perle rare, puisqu'on peut le mettre au masculin. Mais en fait la question qui se pose, ce n'est pas toujours est-ce que je vais trouver ou rencontrer la perle rare, mais est-ce que nous, soi-même, est-ce que nous, on est une perle rare? Alors c'est important, parce que c'est vrai que chercher chez l'autre des belles qualités, c'est magnifique, mais est-ce que nous, on a de belles qualités? Connaître notre méthode pour trouver la bonne personne. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment notre méthode à nous, elle fonctionne. Les personnes à qui on a conseillé de faire ça fonctionnent bien. Après, il y a d'autres secrets sûrement qui sont ailleurs. Je dirais pour commencer que quand on veut chercher notre partenaire dans une relation durable, entendons-nous bien, c'est comme quand on fait une entreprise où on veut bâtir une maison. Il y avait un verset que j'aimais bien dans un texte sacré, qui est celui qui va faire une entreprise et qui ne prend pas le temps de dessiner les plans. Voilà. Eh bien, je dirais que quand on veut se lancer dans une relation à deux, c'est comme une entreprise, c'est pas quelque chose où on fonce tête baissée, c'est pas quelque chose, celui-là il a des beaux yeux, il me plaît, et voilà, on va ensemble. Malheureusement, les personnes qui ne se sont pas posé les questions, qu'est-ce qu'elles veulent chez l'autre, qu'est-ce qu'elles ont comme besoin, qu'est-ce qu'elles cherchent comme complémentarité ou comme choses qui sont similaires, eh bien, c'est souvent une catastrophe. Donc, on va vous donner un exercice. Donc, encore une fois, prenez votre feuille. Si vous avez un cahier, c'est mieux. Et on va vous demander de faire 4 listes. La première liste, ce sera de compétences et des qualités que vous recherchez chez la personne, d'où l'importance d'apprendre à bien se connaître pour savoir qu'est-ce qu'on aurait besoin chez l'autre, qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre. On va faire une deuxième liste avec ce qu'on ne peut absolument pas supporter. Chez l'autre. Chez l'autre. Alors pour donner un exemple, moi j'ai vécu dans un milieu familial où il y avait beaucoup de crises de colère, de conflits. Et moi j'avais dit que je voulais absolument pas avoir quelqu'un qui soit coléreux. Et c'est vrai que depuis en 20 ans, on s'est peut-être boudé 2 ou 3 fois. Oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais on est des personnes qui communiqueront beaucoup et on ne s'est jamais énervé l'un sur l'autre. Voilà, ça c'était quelque chose que moi, je ne pouvais absolument pas supporter. Ensuite, on fait une liste de ce qui est indispensable comme point commun. Pour notre part, on était dans une secte, mais à l'époque, on pensait être dans une religion. On avait comme point commun de vraiment se donner à fond et d'être vraiment dans la spiritualité, d'être vraiment dans l'altruisme par rapport aux autres. Et donc, on avait des projets spirituels qui étaient identiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand vous allez vivre des épreuves, si vous n'avez rien qui vous relie entre vous, il n'y a rien qui va vous donner cette force finalement d'être en voie d'évolution parce que vous n'avez pas de motivation. Donc les points communs, ça peut être dans des choses, en général je conseille quand même des choses importantes de la vie. Maintenant ça peut être au niveau artistique, ça peut être au niveau de l'entrepreneuriat, donc d'avoir le même genre de corps de métier. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, des choses que vous devez savoir. Par exemple dans la liste de ce que vous ne pouvez pas supporter, si vous aimez quelqu'un qui est un conférencier et qui doit faire le tour du monde pour donner ses conférences, mais que vous ne supportez pas la séparation, ça va être vraiment difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas demander à la personne de changer pour vous. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, mais la personne va changer. Non, les personnes ne changent pas. On a la personnalité qu'on a à notre naissance, seulement on évolue. Et est-ce qu'on a envie d'évoluer aussi? Parce que ça, c'est un choix qui est très personnel, l'évolution. Et enfin, vous faites une liste avec ce que vous recherchez comme complémentarité. Donc pour ça, il est important de savoir quelles sont les choses qui nous manquent et qu'on voudrait rechercher chez l'autre. Tu avais un exemple, toi, par rapport au budget, peut-être?
Et le fait de rencontrer une personne. Ouais. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, ne garde pas l'argent dans les mains. Donc ça veut dire que j'ai tendance à les dépenser. Donc je ne dépense pas plus, ça c'est bien, mais je dépense ce que j'ai. Là, il fallait que je rencontre une personne qui n'ait pas le même problème, parce que si la personne a le même problème, ben, on imagine bien que ça crée des tensions, des problèmes dans le cadre du couple. Donc j'ai cherché quelqu'un qui était plutôt économe, quelqu'un qui était plutôt attentionné sur le plan financier, qui faisait attention quand même aux dépenses. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Céline. C'est un des points pour moi importants voilà, dans la recherche de mon conjoint. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes et apprendre à se connaître. Donc ce qui est bien avec ce genre de livre, c'est que si vous ne vous connaissez pas bien, en ne sachant pas finalement quoi mettre, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir rechercher en vous, observer ce qui se passe en vous aussi quand des personnes ont certaines qualités ou certains traits de caractère qui ne vous plaisent pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et alors vous pouvez à ce moment-là écrire sur votre liste. Donc ce n'est pas un exercice qu'on fait en une journée, c'est un exercice qui prend des semaines, voire des mois, que vous pouvez régulièrement revoir. Donc même des fois, on peut mettre quelque chose qu'on veut, et puis finalement, quand on va observer ça chez les autres, on va dire, bah non, finalement, par exemple, je parlais tantôt de l'artistique, oh, moi j'aimerais bien épouser quelqu'un qui est comédien. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on rencontre des gens de ce corps de métier et qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas en général dans ce corps de métier. Bah, ça veut dire finalement on s'est trompé dans ce qui nous plaisait. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que c'est bien aussi de faire une liste des compétences ou des qualités qu'on a soi-même aussi. Bon, et si on ne sait pas toujours le faire, on peut demander aux personnes qui sont autour de nous. Souvent, les personnes autour de nous nous connaissent bien et vont voir très vite les qualités et les défauts. Donc, c'est l'occasion de demander franchement des personnes qui vous sont proches, tiens, dis-moi un petit peu quelles sont mes qualités, mes défauts, et voir si ça correspond un petit peu à ce que vous avez de l'image de vous-même. Aussi de nos scénarios de vie. Alors, il faut savoir que les scénarios de vie, ce sont des films en fait qu'on se fait quand on est tout enfant. Alors, ces films, c'est en regardant des films justement, c'est pour ça que j'ai mis des personnages de Walt Disney. Des films qu'on aime bien regarder régulièrement. On va créer notre scénario de vie. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, entre guillemets, de la génération avant moi, elles auront peut-être eu plus de chances d'avoir eu leurs parents qui leur ont raconté des contes, mais les vrais contes, pas les contes de Walt Disney, vraiment les contes dans les livres. Alors c'est la même chose, hein, les contes qu'on aime entendre régulièrement, les films qu'on aime entendre, ce sont des scénarios, des films qu'on se crée inconsciemment et qu'on peut reproduire justement, mais pas dans le bon sens du terme. Donc il faut savoir que les scénarios de vie, c'est notre inconscient qui cherche des solutions de survie, donc c'est pas négatif d'en avoir. Mais là où ça pose problème, c'est quand on va tomber dans des scénarios de vie sans s'en rendre compte et systématiquement. Donc par exemple, j'ai eu le cas d'une personne que j'ai accompagnée au niveau de la sortie de la manipulation mentale, qui était mariée donc avec un manipulateur pervers narcissique, et son scénario de vie c'était La Belle et la Bête. Bon. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui aiment ce scénario vont épouser des manipulateurs pervers narcissiques. Mais ça peut nous montrer en quoi nos centres d'intérêt révèlent des choses sur nous. Alors pour les garçons, en général, ça peut être soit des dessins animés comme Peter Pan, Robin des Bois, autre chose. Ça peut être aussi des feuilletons ou d'autres films hein, comme Star Wars ou quoi. Alors si vous voulez en découvrir plus sur vos scénarios de vie, vous pouvez aussi chercher sur internet, sur Décodage, des psychologues qui ont écrit pas mal d'articles là-dessus. C'est bien de prendre conscience de son scénario de vie parce que sans le savoir, on peut répéter des scénarios. Et il arrive que les personnes, à un moment donné, disent « mais je ne comprends pas, je tombe toujours sur le même type de personne et je tombe toujours dans la même situation. » Et voilà, donc c'est parce qu'elle recrée un scénario de vie. Et si elle en prend conscience, elle pourra changer. Alors on va parler de 4 qualités importantes dans le couple. C'est l'amour, bien entendu, mais qui est vu de 4 facettes différentes. C'est important parce qu'on connaît l'amour souvent sur 2 ou 3 facettes, mais pas rarement sur 4 facettes. Alors la première, c'est la moins connue, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé, en grec agapé, qui veut dire que c'est un amour désintéressé, un amour divin, universel, inconditionnel. C'est un petit peu l'amour qu'on peut retrouver dans les religions, entre guillemets, c'est l'amour que Dieu peut nous apporter aussi ou nous porte. Il y a le deuxième amour, qui est l'amour éros, qui est très connu, c'est l'amour du plaisir corporel, hein, la sexualité physique. Et alors il y a le storgé, aussi en grec, qui veut dire que c'est l'affection familiale, c'est les liens de sang.
Hein, l'amour familial, donc c'est tout ce qui touche le sang, le père, la mère, les frères et sœurs, les enfants, tout ce qui touche au lien familial. Et alors il y a philia, qui est l'amitié, qui est l'amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent les personnes qui recherchent un conjoint ont tendance à séparer ces types de qualités, ces types d'amour. Par exemple, Eros et Philia, beaucoup de personnes, enfin j'ai eu dans mon entourage quand même pas mal de personnes, qui désiraient séparer ces deux types d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que si la relation sexuelle ne passe pas bien, eh bien ils perdent en même temps l'amitié. Voilà. Et donc pour moi, je comprends le danger, bien entendu, de cette relation, mais c'est un piège quand même, parce qu'on risque effectivement de ne pas rencontrer quelqu'un qui nous conviendrait totalement. Donc l'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Comment peut-on le définir? Eh bien, c'est une qualité importante dans le couple parce que, prenons un exemple simple, l'amour agapé, si nous sommes dans un tram ou un bus ou un métro ou un train, et qu'il y a une personne âgée qui vient, par exemple, qui monte dans le bus, le tram, peu importe, et qu'on est assis. L'amour agapé va nous pousser à nous proposer notre place. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. On ne va pas le faire avec des conditions. On ne va pas dire, bon, je te donne ma place si tu me donnes telle et telle chose. Non, c'est un amour inconditionnel parce qu'on le donne vraiment par respect et par amour pour la personne. C'est un exemple de choses qui, dans le couple, sont importantes. Si par exemple, prenons le cas, on a acheté des pâtisseries, je prends un exemple simple, hein, des pâtisseries, et qu'il reste un morceau. Alors, naturellement, on aura envie de dire, ben, j'ai envie de ce morceau de pâtisserie qui reste pour moi. Mais on a un conjoint aussi qui est là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se cacher, on va le manger en cachette en disant, ben, je pense qu'à moi? Ou est-ce qu'on va dire, ben, écoute, je vais quand même tenir compte des besoins de mon épouse aussi, de mon époux, et je vais demander à la personne, est-ce que toi tu voudrais encore un morceau de gâteau, par exemple? Ben, c'est une façon de développer cette qualité qu'est l'amour agapé. Et bien entendu, ça peut aussi se partager, le morceau qui reste, on peut couper en deux, voilà, ce sont des choses. Mais c'est ce type d'amour-là qui peut vraiment permettre à un couple de s'unir et de se respecter l'un et l'autre. Ou celui qui me convient. Bah, j'aime bien le dessin animé de Shrek parce qu'en fait, il casse un peu tous ces scénarios de vie. Elle imagine le prince charmant. En fait, le prince charmant, la personne qui nous convient, elle est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le croit, elle est beaucoup plus accessible qu'on le croit. Et pour ça, il faut découvrir son vrai moi pour pouvoir découvrir l'autre qui sera pour soi. Alors, pour trouver la personne qui nous convient, eh bien, une fois qu'on a fait notre liste et qu'on sait ce qu'on veut, moi je dis pas qu'il faut que cette liste elle soit prise à 100%, mais on va passer notre commande à l'univers. Alors la commande à l'univers, c'est pour ça qu'il faut que notre liste soit bien faite, parce que notre commande à l'univers, c'est la même chose que quand on se fait des scénarios de vie. On va visualiser en fait, de manière spirituelle, puisque là on est dans les qualités, on n'est pas dans quelque chose de physique, mais le physique a aussi son importance. Hein. Donc dans votre liste, vous pouvez très bien mettre, moi je voulais un Européen, je voulais un bon Français, bon c'était un Belge, pas très loin. Mais moi personnellement je voulais quelqu'un qui soit du Nord. Je voulais pas quelqu'un du Sud, voilà. Peut-être j'aurais trouvé quelqu'un du Sud qui avait les qualités de quelqu'un du Nord et je l'aurais pris, mais dans la personnalité je voulais plutôt quelqu'un du Nord, voilà. Donc moi personnellement les personnes qui n'étaient pas blanches, ça ne m'attirait pas, ce qui peut être tout à fait différent d'une personne à l'autre. Donc ça, parce qu'il y a une personne qui nous parlait aussi de l'odeur. L'odeur, tout ça, ça donne aussi beaucoup d'indications sur la compatibilité sexuelle qui on va voir tantôt, relationnelle, qui a une grande importance. Ça ne ment jamais. Hein. Et donc le toucher aussi, hein, le toucher de la peau, ça c'est des choses aussi qui vont nous montrer si on peut être compatible. Ouais. Donc voilà, quand on passe à commande à l'univers, on va visualiser, donc on va ressentir qu'est-ce qu'on veut comme personne, et ça on peut le faire en se transposant aussi dans les couples qui sont autour de nous, donc en étant en recherche en fait, pas rechercher la personne, parce que c'est pas ça la commande à l'univers, c'est pas nous qui allons la chercher coûte que coûte, mais on va se transposer sur ce qu'on a décidé. Et permettre les synchronicités de se faire. Alors après on va lâcher prise. Donc le lâcher prise, grosso modo, c'est apprendre à faire confiance dans le fait que c'est en train de se produire, et donc il faut se dire c'est déjà fait en fait. Donc j'ai déjà ce que j'ai commandé à l'univers, et puisque je l'ai déjà, j'ai pas besoin d'aller rechercher, ça va venir à moi tout seul.
Nous, on avait rigolé avec mes parents parce qu'il y a des personnes qui avaient dit à ma mère, mais quoi, Céline, elle croit que l'univers, Dieu va lui apporter son mari sur un plateau. Elle a dit, bah oui, bien sûr. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon, d'autres personnes appellent ça la loi de l'attraction. Et ça peut être vibrationnel aussi. Voilà, notre cerveau fonctionne comme ça. On peut appeler ça aussi de la télépathie. Hein, Oui. mais c'est comme ça. D'où l'importance de savoir ce qu'on veut. Parce que des personnes qui ont fait exactement la même méthode, eh bien, comme elles avaient mal décidé avant parce qu'elles ne se connaissaient pas, eh ben, elles ont attiré la personne qui ne leur convenait pas. Alors, on continue à travailler sur soi, puisqu'on apprend à se connaître, mais il ne faut pas rester là, il faut vraiment continuer à développer des qualités qui font qu'on pourra assumer une relation à deux et pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Comme on dit. Et pour ma part, quand je me suis posé la question, tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, comment elle serait, etc., je me suis posé la question, mais c'est vrai, est-ce que je suis moi un bon numéro? Donc en se posant cette question-là, je me dis, mais quelles sont mes qualités? Et après, je me suis dit, il y a des qualités que je peux développer. Et un jour, pour donner un exemple, je me suis dit, bah tiens, je n'avais aucune intention sur qui que ce soit, donc je n'avais pas en vue quelqu'un, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais déjà mettre de l'argent de côté pour lui acheter un cadeau. C'était pour moi une façon de me préparer à être déjà une personne avec une compagne, et j'avais mis, à l'époque c'était encore les francs belges, j'avais mis de côté les pièces de 50 francs, qui étaient très belles pièces, et je me dis, chaque fois que j'aurai une pièce de 50 francs, ben, d'office je la mettrai dans une petite tasse, et je vais cumuler comme ça une somme d'argent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, j'ai rencontré effectivement Céline, et je continuais, je remettais 50 francs dans la boîte. Et à un moment donné, comme elle habitait en France, moi j'habitais en Belgique, il y avait 1000 km qui nous séparaient. Donc j'ai rencontré pendant les vacances. Quand je suis retourné chez moi, il y avait 1000 km qui nous séparaient. Et le avait demandé que pendant 3 mois, on ne se contacte plus, si ce n'est par courrier, pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas du béguin, etc. Alors on avait accepté. Et à un moment donné, il y a le beau-père qui me téléphone, me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas en France nous rendre visite? Mais j'écoute, ça fait il n'y a pas 3 mois qu'on s'est vu, donc je lui dis, je respecte l'engagement. Il dit, non, non, il n'y a pas de problème, on fera une petite surprise pour Céline. Mais voilà, moi j'avais très peu de moyens financiers, donc ça ne devait pas nous freiner en tout cas. Et je me suis dit, comment je vais faire pour prendre le train, parce qu'il fallait aller en train, ça coûtait 6000 francs belges pour avoir le ticket aller-retour. Eh bien, j'ai pris cette tirelire et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Il y avait effectivement, juste piloum, 6000 francs belges. Et c'était le premier cadeau que j'ai fait à mon épouse. Alors j'ai été la voir donc, en France et c'était une surprise pour elle. Voilà, pour donner un exemple. C'est vrai. Voilà. Alors, sortir de nos croyances limitantes. Alors, il y a des personnes qui disent ouais, moi j'ai déjà 50 ans, c'est plus possible pour moi de trouver quelqu'un. Ah ouais, j'ai 3 enfants, je suis seule, qui vous me voudra avec 3 enfants, ou je suis pas assez beau. Ça, c'est vraiment toutes des choses que nous-mêmes, on peut enlever parce que c'est vraiment nos peurs et nos croyances qui font que. Moi, je pense vraiment que tout le monde mérite le bonheur. Il n'y a pas de personne sur Terre qui ne le mérite pas. Et que, comme tu disais, Léo Ferré, il disait quoi, ce bonheur? Le bonheur, ça se vole. Hein. Le bonheur, il ne faut pas l'attendre chez soi comme si ça allait être une lettre qui va venir dans la boîte postale. Non, le bonheur, ça se vole. Il faut le chercher là où il est. Il faut aller le chercher. Mais pas chez les autres. Hein, non, mais il faut éviter, bien entendu, de chercher chez le voisin, bien entendu. Mais c'est vrai que le bonheur ne vient pas comme ça. Il faut le susciter, il faut le chercher là où il est. Et c'est la vie comme ça, hein. Il y a des belles choses magnifiques qui existent et si on n'a pas le regard sur ces choses, elles pourraient passer inaperçues. Voilà. Ce serait dommage. Donc enlevez vos bâtons dans les roues parce que finalement c'est des bâtons en bois. Il y a toutes sortes de personnes qui existent sur la Terre et votre conjoint est là, il n'y a pas de problème, franchement. Alors, apprendre à observer, nous on appelle ça les synchronicités, hein, c'est un nouveau mot, il n'existe même pas dans le correcteur d'orthographe. Donc moi j'ai mis des signes, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est les signes qui vont vous amener, alors soit à développer des qualités que vous n'avez peut-être pas encore assez développées, qui font que vous ne serez pas encore le bon numéro pour la personne qui est en train de se préparer pour vous, soit de voir des choses qui peuvent se mettre en place. Ça peut être un voyage, comme c'était le cas pour toi, oui. Hein, un voyage qui n'est pas prévu à la dernière minute, une invitation quelque part. Donc soyez à l'écoute et dans l'observation des signes qui vont se mettre devant vous. Et des fois, il peut y avoir des signes qui pourraient être contraires à ce qu'on cherche.
Et pourtant, c'est un passage possible pour pouvoir trouver la personne idéale. Des épreuves aussi. Des épreuves, quoi. Alors, après avoir fait tout ça, une période que beaucoup de personnes ne font pas, en fait il y en a très très peu qui le font. Nous c'est une technique, j'appelle ça une technique, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça d'autre, une méthode, parce que c'est vrai que c'est une méthodologie. Quand on veut faire quelque chose de convenable, il faut avoir une stratégie, mais dans la stratégie dans le sens une bonne stratégie et une méthodologie pour arriver à faire les choses consciencieusement et avec les choses qui vont positivement avec. Et donc c'est cette période d'observation. Oui, c'est important la période d'observation parce que c'est un moment où on peut observer une personne mais de loin. C'est pas un moment où on est déjà attaché à une personne, parce que quand on est attaché déjà à une personne, on risque de ne pas être objectif dans les qualités qu'elle démontre ou qu'elle présente. Donc la phase d'observation, c'est un petit peu comme si on était occupé à regarder de loin quelque chose, une image ou une scène, et on observe un peu les détails, c'est un peu ça, sans qu'on ait une attache déjà avec cette image ou cette scène. Et c'est important ce passage parce que ça permettra vraiment de voir la personne sans qu'il y ait déjà des intentions. Donc elle sera vraiment elle-même et c'est une phase vraiment importante d'approche avant de vraiment s'engager avec une personne. Et alors la manière d'observer, c'est déjà comment cette personne se comporte avec les membres de sa famille. Oui. Donc comment un homme se comporte avec sa maman. Ce sera la même manière dont il se comportera avec une femme. Oui. Comment, bien sûr, comme dit Frédéric, avant qu'il y ait des sentiments, parce qu'une fois qu'il y a des émotions, des sentiments qui sont là ou des déclarations, on ne sera plus la même personne, c'est normal. On va passer au-dessus des défauts oui, et puis on va se montrer sous un jour différent parce que c'est comme un pan, on va déployer nos armes de séduction, donc c'est tout à fait normal. Mais ça c'est vraiment indicateur, la manière dont un homme est avec sa maman, dont une fille est avec sa maman et avec son papa et avec les personnes de son entourage. Aussi dans l'écoute de ce que les personnes disent à propos d'elles. Donc je parle toujours de personnes bienveillantes, pas de personnes mesquines bien sûr. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater, cette observation. Ce sont des éléments qui sont intéressants et importants pour la vie de couple à venir. Alors j'ai mis une photo de mariage, ça a été notre cas et on ne regrette pas. C'était fait de manière religieuse. Maintenant c'est pas obligatoire parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes finalement qui ne se marient plus. Alors l'engagement c'est quoi? Alors il y a plusieurs façons de s'engager. Le fait de cohabiter ensemble c'est une forme d'engagement. Il faut savoir qu'au plus vous avez des liens d'engagement et au plus il y aura une motivation pour passer au-dessus des épreuves parce que des épreuves vous en aurez, ça c'est d'office. Il y a une personne qui a assez expérimenté dans le mariage qui m'avait donné l'exemple du silex. Il disait qu'en fait, deux silex qui se mettent ensemble, ça fait d'office des flammes. Mais à force de se frotter ou se heurter, oui, à force de se mettre l'un sur l'autre, ça va polir. Et à un moment donné, il y aura une adaptation qui va se faire. Quand deux personnes vivent ensemble, il y a des habitudes de vie, il y a des difficultés communicationnelles, toutes ces choses-là. Donc, des difficultés, il y en aura. Après, il faut voir comment on reprendre ces difficultés en voie d'élévation ou en voie d'achoppement. Ça, c'est en pierre d'achoppement. Ça, c'est comment on va nous mettre l'énergie pour la résilience par rapport à une épreuve. Donc, quand il y a un engagement avec un tiers comme la religion, des personnes qui vous marient, qui ont une autorité divine, et on a pu remarquer qu'il y a plus de... C'est comme une corde avec plusieurs brins. Hein. On dit effectivement le mariage, c'est un engagement qui nous lie. Le fait de vivre avec une personne aussi, bien entendu, hein, vous êtes ensemble dans une même maison, un même appartement, c'est sûr que ça vous lie aussi parce que ça c'est un lien. Et au plus il y a de liens, au plus ce sera plus difficile à défaire ou à rompre. Voilà. Alors le fait d'avoir des enfants, c'est aussi un engagement. Oui, c'est un engagement aussi, effectivement. Les personnes qui disent ne pas être mariées mais qui ont 2 ou 3 enfants, enfin même un, elles sont liées par le fait qu'il y a un enfant, donc il y a un engagement qui est là. Alors maintenant on va voir les 4 piliers d'une relation durable et épanouie, à l'exemple d'une chaise. Si vous enlevez un pied d'une chaise, la chaise elle ne pourra pas faire son rôle. Et ces 4 piliers sont vraiment des piliers que vous devez travailler constamment. S'il y en a un qui est moins travaillé que l'autre, il va y avoir des difficultés.
Donc on va aller voir ensemble ces 4 piliers. Donc le premier, c'est la communication non violente, plus connue sous le nom de non violente. Moi j'aime mieux le mot assertif parce que ça veut dire l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Et les problèmes liés aux communications sont des problèmes d'affirmation de soi. Pourquoi ? Parce que pour s'affirmer, il faut déjà connaître son besoin et prendre soin soi-même de son besoin et pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est vraiment tout un art. On va vous donner quelques principes de base de la communication assertive, mais c'est vrai que ça, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, ne pas se coucher sur son irritation. Ça veut dire, si on a une incompréhension dans la communication, quelque chose qu'on n'a pas compris, par exemple, ou qui nous a irrité chez l'autre ou dans l'attitude, eh bien, si on se couche sur cette irritation, on laisse ça dans notre esprit, à un moment donné, ça va, qu'on peut dire, moisir, ça va commencer à prendre plus d'ampleur que ce n'est en réalité. Alors, quand on dit ne pas se coucher sur son irritation, ça veut dire que quand la situation se présente, eh bien, c'est pouvoir en parler avec l'autre personne. Tiens, voilà, tu sais, ce que tu as dit ou ce que tu as fait comme tout à l'heure, moi, ça m'a blessé. Le fait d'en parler, simplement, en parlant de soi, de ce qu'on ressent, eh bien, ça permet effectivement une communication et à l'autre peut-être de pouvoir expliquer qu'elle n'a pas fait attention, et voilà, donc ça pourrait effectivement atténuer la souffrance ou l'irritation qu'on aurait pu subir à cause de cela. Alors savoir s'excuser sans attendre en retour, c'est-à-dire que si on s'excuse, c'est dans le but avec une intention derrière, c'est pas très bon. Donc, on peut s'excuser sincèrement et franchement, ce sont des choses qui touchent, parce que si c'est sincère, ça touche vraiment le cœur de l'autre personne et ça va permettre aussi de passer au-dessus des défauts qu'on a, par exemple. Et sans attendre aussi, ça veut dire qu'on n'attend pas on n'attend pas que l'autre nous donne son pardon, en fait, aussi. Oui. Alors, parler en jeu, éviter le tu, qui tue. Donc, parler en jeu, ça veut dire qu'on parle de ses sentiments, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense aussi. Ce sont des choses qui ne sont pas agressives vis-à-vis de l'autre. Tandis que quand on parle en tu, on met en péril l'intégrité de l'autre personne et on l'agresse. Donc, quand on dit « Ah, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû, tu es incapable, etc. » Voilà, ou tu m'as fait du mal. Ce sont des choses qui peuvent blesser l'autre personne. Mais si je parle en jeu, je dis j'ai ressenti ça, je me suis senti blessé, j'ai été vexé, c'est mon impression, eh bien cette impression ne va pas heurter l'autre personne. Au contraire, s'il a une oreille qui entend qu'elle est à l'écoute, eh bien elle va être au contraire plus facilement sensibilisée par rapport à vos sentiments. Parler pour s'exprimer et non pour être entendu. On en parlait déjà tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est le fait de ne pas attendre en retour. Voilà. Parler de façon à être compris. Alors, on parle de VAK, VAC. Voilà, donc le VAC, en fait, ça vient de la programmation neurolinguistique. Le V pour visuel, le A pour auditif et le K pour kinesthésique. Donc en fait, les personnes qui parlent en visuel, en général, disent souvent tu vois, c'est écrit noir sur blanc. Les personnes qui communiquent de manière auditive, donc sauront plus à dire écoute. Oui. Après, il y a plein d'autres mots, hein, ça c'est vraiment la base. Et les gens qui sont plus kinesthésiques sont des personnes qui sont plus dans le ressenti, qui sont plus des gens qui sont terre à terre, qui sont plus dans... c'est souvent des personnes qui ont des dons au niveau massage, au niveau reiki, toutes ces choses-là. Donc, ils sont vraiment dans le toucher. Et donc voilà, il faut savoir que les gens qui sont kinesthésiques peuvent comprendre toutes les formes de communication. Souvent, ce sont des gens qui sont même appelés des médiateurs. Par contre, les gens qui sont visuels et auditifs peuvent ne pas comprendre les auditifs, donc les visuels ne pas comprendre les auditifs et vice-versa. Et donc, rien que ça peut causer d'énormes problèmes de communication. Et pour pallier à ça, c'est de le savoir et de pouvoir changer dans sa phrase la manière de l'exprimer pour pouvoir parler par exemple à quelqu'un d'auditif en écoute. Voilà, et c'est franchement pas très compliqué et ça peut changer beaucoup de choses. Parler en ayant un but constructif. Voilà, donc en fait en ayant une intention de construire quelque chose de base, souvent quand on a des conflits, on commence à s'énerver sur un truc, on part sur un autre truc et puis des fois on se regarde et on dit mais en fait pourquoi on se dispute, on ne le savait même plus. Donc le fait d'avoir un but, ça peut être un problème organisationnel ou un ressenti. Donc à ne pas confondre avec le fait d'avoir une intention de retour de l'autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu
pas toujours évident à comprendre, mais voilà, ça vient aussi de la programmation neurolinguistique. Donc vous pouvez faire des recherches par rapport aux livres qui existent sur le marché. Le deuxième pilier, la tendresse. Alors la tendresse, c'est pas à confondre avec la sexualité. Donc c'est des marques de la vie de chaque jour, je dirais, qui sont importantes surtout pour la femme avant la sexualité finalement. Et c'est des marques d'attention corporelle aussi, avoir à nous prendre dans les bras. C'est vrai que pour certains hommes, ils ont moins cette habitude-là. Il faut comprendre le besoin de tendresse de l'autre. Donc la tendresse, elle peut être dans le regard, elle peut être dans le toucher, elle peut être dans l'intention d'offrir un petit cadeau ou une petite rose ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses qu'on doit mettre en place chaque jour. Vraiment cette intention de penser à l'autre. Un petit SMS aussi, comment tu vas, ou excuse-moi pour ci, pour là. Cette marque d'attention. Alors, équilibre entre donner et recevoir. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que il y a très peu de temps qu'on a découvert cela, en fait, cette méthode ou cet élément intéressant à connaître dans la vie de couple. C'est par exemple quand on offre un cadeau à quelqu'un, d'abord, souvent quand on l'offre, c'est parce qu'on a envie de faire plaisir, donc c'est une bonne chose. Et souvent on a tendance à dire non, je ne veux pas le prendre, on a tendance à être un petit peu gêné, on ne prend pas. Non, il faut pouvoir accepter ce que l'autre vous offre, c'est déjà une bonne chose. Mais alors aussi par exemple avoir un retour. Par exemple, quelqu'un qui vous offre tout le temps des cadeaux mais que l'autre ne donne jamais un retour, il y aura un déséquilibre dans la relation, il y aura une sorte de dépendance dans la relation et un jeu de pouvoir. Tandis que si quelqu'un vous donne un cadeau ou vous fait un cadeau, eh bien cherchez de votre côté comment vous pouvez vous aussi la remercier en offrant aussi un cadeau. Alors il est important quand vous offrez par exemple un retour qui ne se fait pas systématiquement au moment où il vous donne le cadeau, mais ça peut être dans les jours à venir ou les mois ou les semaines après, mais c'est toujours essayer de veiller à respecter le cadeau que vous avez reçu. C'est pas évident, c'est ce qu'on appelle l'équité. On va donner la définition d'équité. L'équité du latin equitas, c'est égalité, désigne une forme d'égalité ou de juste traitement. Elle appelle les notions de justice naturelle et d'éthique dans l'appréciation par tous et chacun de ce qui est dû à chacun, au-delà des seules règles du droit en vigueur. Donc c'est passer le droit en vigueur, bien entendu. Mais alors, par exemple, quand on cherche l'équité, c'est de trouver une relation juste et de ne pas dépasser la relation, c'est-à-dire ne pas surenchérir sur le cadeau que l'autre vous a donné. Imaginez un peu, par exemple, vous recevez un cadeau d'une personne, eh bien, moi j'ai reçu un cadeau, mais ça me dérange, je vais lui donner le double de ce qu'il m'a donné. Et souvent ça arrive comme ça, on surenchérit, et l'autre personne, quand elle reçoit le cadeau, mais c'est de trop, qu'est-ce que tu fais? Et la personne va se sentir un petit peu dans une situation de déséquilibre. Elle va dire, mais attends, moi je t'ai fait quelque chose de simple, tu m'offres quelque chose de surdimensionnel. Alors, donc c'est pas équitable. Mais si on cherche cette équité, on cherche une relation saine et durable. Alors, le troisième pilier, la sexualité. Alors, la sexualité, il faut le dire, dans le contexte judéo-chrétien dans lequel nous vivons, il y a énormément de tabous de la sexualité. C'est quelque chose qui est là le jour de notre naissance. C'est là aussi où on va puiser une grande énergie. Dans le Tao, on en parle, où c'est vraiment l'énergétique le plus important. Et donc, en fait, autant il y a des tabous, autant il y a des grandes déviances, de choses très vulgaires. Et du coup, on a beaucoup de mal à avoir une sexualité épanouie. Là encore, il faut avoir beaucoup de communication et apprendre à se mettre à nu. Tantôt, je parlais de la tendresse. La tendresse, c'est aussi savoir se mettre à nu émotionnellement. Et ça, c'est beaucoup plus fort que la sexualité. Et ça va accroître aussi l'épanouissement de la sexualité. Alors, si vous êtes nul dans la sexualité, c'est déjà d'apprendre à le reconnaître parce que la majorité des personnes ont des problèmes dans la sexualité. Il faut savoir que les problèmes que vous avez eus dans votre enfance, que vous avez eus dans votre journée, dans votre semaine, vont se répercuter ou dans votre couple, dans la sexualité. Donc, ça révèle beaucoup de choses aussi. N'hésitez pas à acheter des livres. Alors, moi, j'ai mis celui-là, Le sexe pour les nuls. Je l'ai acheté, il est assez bien, qui donne une vision globale de la sexualité, les tabous qu'il y a aussi dessus. Après, il y en a d'autres, mais apprenez, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez nous, c'est de l'accepter et alors d'aller vers cette recherche de connaissances pour pouvoir prendre des décisions qu'il faut. Parce que la sexualité, c'est pas quelque chose avec lequel on joue, je pense que...
C'est en fait l'acte, je dirais le dernier acte à faire quand on rencontre quelqu'un. D'abord il y a le stade de l'observation, après voir un petit peu si on s'entend bien avec la personne. Ça c'est déjà des points importants. Et souvent les personnes passent ces étapes très facilement et arrivent trop facilement et arrivent très vite à la sexualité. Alors est-ce que c'est un bien ou un mal? L'expérience montre que ce n'est pas toujours concluant si on cherche vraiment une relation durable, parce qu'on brûle des étapes et on se rend compte effectivement qu'après on n'est peut-être pas bien assortis l'un et l'autre dans le reste de la vie. Alors la sexualité fait partie intégrante de la relation familiale, ça c'est sûr, elle est importante, il y a même certains psychologues qui la mettent à 50% dans la réussite du couple, mais c'est quand même pas que ça. Voilà. Et la sexualité n'est pas non plus qu'un moyen d'assouvir ses besoins, c'est aussi un échange, un partage, une construction qui se fait ensemble, parce que la sexualité amène aussi à des décisions comme l'avenir d'un enfant, par exemple dans le couple, des choses comme ça. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Alors une question qui peut peut-être un petit peu porter polémique, c'est celle-ci. Voilà. Moi j'ai choisi cette image du docteur Maboul, parce que je trouvais intéressant de comparer la sexualité un petit peu à l'opération. Est-ce qu'on peut essayer avant, docteur? Est-ce qu'on peut essayer une opération avant? Une fois qu'on fait une opération, il y a des conséquences indélébiles qui vont être là. Ce sont des cicatrices, ce sont peut-être une erreur qui peut se faire sur le plan médical s'il n'est pas suffisamment bien réfléchi. Donc la question est vraiment intéressante. Est-ce qu'on peut essayer avant, docteur? Si on essaye avant, il faut savoir qu'on peut avoir des blessures de vie qui peuvent être des séquelles qui vont rester peut-être durant toute votre vie et qui vont peut-être être un frein dans la relation avec l'autre. Oui, et les partenaires qu'on a eu avant, on va le voir tantôt, auront une conséquence aussi sur l'avenir du couple c'est ça, voilà. Après aussi. Alors, le quatrième pilier, c'est les projets communs. Alors, souvent on pense à la maison et aux enfants, aux chiens, aux chats, à la voiture. Est-ce que c'est suffisant? Comme on l'a dit tantôt, le fait d'avoir des enfants, tout ça, c'est vrai que c'est des projets qui donnent un engagement. Seulement, ils ne sont pas suffisants parce que les enfants, ça grandit, ça s'en va. Et donc, c'est temporaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, avoir d'autres projets communs, eh bien, le fait d'être créer son association, son entreprise, avoir des projets spirituels, de connaissances, artistiques, peu importe. Après, il faut que ça soit... Moi, je trouve que c'est plus important d'avoir des projets communs, au moins un projet commun qui soit vraiment, dans les tripes, dans nos tripes. Donc, c'est pour ça que quand vous faites votre liste, vous trouvez quelqu'un qui a quelque chose de similaire avec vous, une chose qui est vraiment, que ce soit la spiritualité, que ce soit l'artistique ou des choses comme ça, qui soit vraiment un point d'honneur dans votre vie qui va vous relier. Et s'il n'y a plus rien qui va, ce projet-là va vous permettre de vouloir vraiment affronter les épreuves et vous surpasser et améliorer votre communication, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment mettre toute votre chance de votre côté. Nous, notre projet commun, on appelle ça des fois mon quatrième bébé, c'est Chocopa. Notre association. Mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on soit obnubilé par ça. Il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus. Les autres piliers de la chaise sont importants. Voilà, ça c'était pour les 4 piliers. Alors maintenant, on va passer... les pièges à connaître pour les utiliser comme voie d'évolution. Alors le premier... Oui, le premier, voilà, c'est ça. C'est bien de connaître quand on rencontre quelqu'un l'histoire de cette personne. Et qu'elle-même aussi prenne conscience de son histoire, parce qu'effectivement, il peut y avoir des histoires de couples précédentes qui ne se sont pas bien terminées, qui n'ont pas une fin conventionnelle, je dirais, entre guillemets, et qui pourraient effectivement à un moment donné ressurgir dans le couple. J'ai eu l'expérience de cette situation il y a quelques années. J'avais rencontré une personne, j'étais adolescent, avec qui on avait vraiment un attrait très très fort et une relation vraiment très très forte. Et subitement, cette relation s'est terminée. Non pas par notre propre volonté, mais par la situation de la vie. La personne a déménagé, elle habitait plus loin, donc on n'a plus su se voir. Eh bien, j'ai cru à un moment donné, avec le temps, que cette histoire était terminée. Et heureusement ou malheureusement avec Facebook,
Maintenant, on a vraiment accès à tous nos ex, à toutes nos anciennes relations. Du coup, ça amène un petit peu des difficultés, même, je dirais, modernes dans le couple actuel. Hein, parce que ce sont des choses qui n'étaient pas... je crois que nos ancêtres ne vivaient pas comme nous on le vit maintenant. On vit vraiment les choses de manière beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense des fois. Et un jour, j'ai revu cette personne à travers Facebook. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment donné, je ne me suis même pas rendu compte, mais les sentiments que j'avais eus à l'époque pour cette fille, eh bien, sont ressurgis, mais comme si le temps n'était pas passé. C'était incroyable. Et donc, pour moi, c'était une épreuve très très forte, parce que je mettais en péril ma relation avec ma femme, et je me suis dit, mais comment je vais vivre cette relation qui je sentais, qui me prenait très très fort? Eh bien, ce que j'ai eu comme réaction, c'était d'en parler à mon épouse. Je me dis, écoute, là, franchement, il faut pouvoir mettre les choses sur table, c'est important. Et je dis, écoute, j'ai des sentiments pour quelqu'un. Mais je dis, ce n'est même pas que ces sentiments naissent maintenant, c'est des sentiments qui étaient nés déjà avant même que je te connaisse. Et donc du coup, je dis, mais c'est vraiment très étrange et je trouve ça vraiment très très fort, mais je ne sais pas comment vivre cette chose. Et le fait d'en parler avec elle, eh bien, on a passé tous les deux l'épreuve ensemble. Et ça nous a resserré dans nos liens d'amour. Et j'ai une femme extraordinaire qui a compris aussi ce que je vivais. Et c'est une belle qualité aussi d'une personne qu'elle puisse comprendre les choses de cette façon-là sans se sentir salie ou lâchée. Parce qu'elle aurait pu mal réagir, dire ouais, tu as des sentiments pour quelqu'un, tu m'aimes plus, t'as qu'à aller la voir, etc. Non, ça n'a pas été comme ça. On en a parlé ensemble et j'ai expliqué que j'avais toujours l'amour pour elle, donc ce n'est pas qu'est-ce que mon amour était différent pour elle, mais que j'avais des sentiments qui revenaient, qui ressurgissaient, qui étaient très très forts et qu'il fallait que je puisse gérer ça. Et on a géré ça ensemble. Alors ça a été peut-être un petit peu fort vis-à-vis d'autres personnes, parce que la solution a été vraiment de couper les ponts, en fait, de me rendre compte rationnellement que le temps passant fait qu'on n'est plus les mêmes, on n'est plus les mêmes personnes. Même si ces sentiments sont toujours là, ce sont des sentiments quand même passés. Et donc en ayant rationalisé cela, et en ayant expliqué ça à l'autre personne, et en ayant coupé les ponts par respect pour mon épouse, eh bien on a pu passer l'épreuve, et voilà, donc maintenant on est toujours rattachés, et maintenant mes sentiments pour l'autre se sont terminés de manière voilà, stable, conventionnelle, une rupture tout simplement. En fait, il ne faut pas avoir peur d'affronter la réalité, parce que quand on l'affronte, on se rend compte qu'on est en décalage en fait entre ce qu'on a ressenti et ce qui est maintenant. Ouais. Parce qu'il y a une personne qui vous avait posé la question à l'atelier, alors on fait comment? C'est en fait en affrontant la réalité, en se confrontant à l'autre, et si on sent qu'on est fragile, de le faire en couple en fait finalement. On est plus fort à deux. Voilà. Alors, apprendre à évoluer en quinconce. Alors, couple, c'est que dans les voies d'évolution, on n'est pas, on est rarement au même stade, en tout cas dans les différents domaines de notre vie. Surtout les personnes qui veulent sortir d'emprise, qu'elles soient sectaires, relationnelles, emprise du travail, qu'elles veulent changer de vie, apprendre à manger mieux. L'autre conjoint, elle n'est peut-être pas dans cette même idée de changement, dans cette même évolution. Et si on va trop vite, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre notre conjoint. Donc c'est là où moi j'explique aux personnes qu'il faut évoluer en quinconce, c'est-à-dire vous allez avancer d'une marche et vous allez être dans un intermédiaire entre une voie d'évolution et entre le fait d'attendre l'autre conjoint. Alors pour évoluer, surtout c'est qu'il ne faut absolument pas vouloir qu'il change. C'est très paradoxal, mais ça fonctionne comme ça. Quand on lâche prise par rapport aux intentions qu'on a vis-à-vis de l'autre, on lui permet de faire sa propre évolution. C'est tout le problème du libre arbitre. En fait. Un exemple, nous on l'a pas vécu, mais on a pu l'observer chez les témoins de Jéhovah. Ça arrive souvent qu'une personne du couple s'intéresse à la spiritualité, se fasse entendre ou soit intéressé par les témoins de Jéhovah, par exemple, qui viennent sonner à votre porte, et que le conjoint n'est pas du tout intéressé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on s'est rendu compte que la personne qui s'engage dans sa vie spirituelle, qui devient, par exemple, témoin de Jéhovah, c'était le cas de personnes qu'on a connues, que le conjoint ne suit pas, à un moment donné, il y a une rupture dans le couple qui se crée, et une séparation vraiment de vie commune. Alors ils se supportent l'un et l'autre, et ils vivent comme ça, mais c'est atroce de vivre comme ça toute une vie. Donc il faut faire attention aux évolutions aussi sur le plan spirituel, sur le plan des engagements, même professionnels, que ça ne soit pas à l'encontre du conjoint, mais il faut au contraire évoluer ensemble. Et il faut des fois attendre, mais ça vaut vraiment la peine d'attendre, parce que si vous êtes patient, vous attendez que votre conjoint vous rejoigne ou qu'il prenne conscience à un moment donné de votre évolution, eh bien ça va vraiment vous souder l'un et l'autre. C'est important. Il y en a un exemple d'un film
Oui, ah oui, oui. Un film qui va ressortir, hein. Il y a une nouvelle version qui va ressortir bientôt, avec Barbara Streisand et je ne sais plus, c'est John Christopherson. C'est un film culte, je dirais, qui est vraiment très parlant, qui explique effectivement l'évolution sur le plan, là c'est sur le plan professionnel, hein. On sait que Christopherson était un rocker connu, avait une popularité, et il rencontre une petite chanteuse de cabaret qui est Barbara Streisand. Et à un moment donné, par altruisme ou peut-être par, je ne sais pas moi, pour ses intentions, il veut l'aider à la faire monter dans son évolution professionnelle. Et il la met en avant lors de ses scènes de spectacle. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que le public accroche très fort avec Barbara Streisand. Et à un moment donné, elle commence à avoir une popularité plus grande que lui avait. Et ça a fait une rupture dans le couple parce qu'effectivement, ils ne se sont pas entendus de cette façon-là. Et donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Christopherson s'est suicidé parce qu'il n'a pas accepté cet échec sur le plan professionnel. Voilà, ça peut arriver aussi dans le couple de cette façon-là en tout cas. Alors, les choses c'était dans les pièges à éviter, hein, à connaître, apprendre à s'ouvrir au monde. Donc c'est important que le couple, surtout au début du mariage, soit très centré sur lui-même. Mais alors j'ai mis les croûtes parce que c'est un film pédagogique en fait qu'on utilise pour montrer aux personnes que oui, c'est vrai que le monde est dangereux, mais il n'est pas que dangereux et qu'il faut sortir de notre esprit sectaire. Alors quand je dis l'esprit sectaire de manière péjorative, la secte ça veut dire couper et suivre, mais donc ça veut dire qu'on se coupe du monde et qu'on suit quelque chose. Donc une famille par essence a un comportement sectaire, mais il faut que ce comportement de repliement sur soi reste pour évoluer et pas pour se couper complètement du monde. Donc, il y a des périodes où on a besoin de se recentrer sur la famille et d'autres où on va s'ouvrir au monde. Si on est tout le temps ouvert aux autres mais pas centré sur la famille, ça sera un échec aussi. Donc c'est important de s'ouvrir au monde et aux autres. Maintenant, il y a des choses à connaître comme les intrus. Vous avez trouvé l'intrus? Eh bien, ça arrive dans les couples, effectivement, qu'il y ait une personne qui s'immisce dans votre vie et qui prend même des décisions pour vous. Voilà, alors ça peut être qui l'intrus? Ça peut être les beaux-parents, les parents aussi. Oui. Hein. Donc c'est vraiment l'intrusion dans la vie de famille au niveau des décisions, de vie commune. De parler sur le dos de l'autre personne. Hein. Oui. Alors ça peut être aussi des personnes qui remplacent des gens de notre famille qui ont été mis de côté. Ça c'est un peu plus complexe de le voir, mais des personnes qui ont les mêmes histoires aussi qu'une belle-sœur ou une sœur. Et en général, les intrus c'est négatif, hein, parce qu'il y a une personne qui me parlait de quelqu'un qui a été un fils presque adopté effectivement, mais ça se passe super bien. Effectivement, ils avaient perdu un autre enfant. Donc cette personne a remplacé en fait l'enfant qui était perdu et lui était en recherche de famille. Ça se passe bien et ça ne vient pas déstabiliser la famille. Je n'appellerais pas ça un intrus. Donc moi, quand j'appelle un intrus, c'est des personnes qui viennent manipuler, qui viennent déstabiliser la famille, où on accorde plus d'importance à eux. C'est des personnes qui peuvent venir dormir chez vous parce qu'ils se retrouvent à la rue et qui font rien pour chercher du travail ou un appartement, des connaissances, de la famille aussi, hein, un beau-frère, une belle-sœur. Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. La famille, c'est quelque chose de précieux et l'énergie que vous devez donner, c'est pour vos enfants. C'est eux qui ont vraiment besoin de votre énergie, votre conjoint bien entendu, et vos enfants. Et souvent les intrus, ils sont là pour pomper l'énergie, parce que ce sont des gens qui ne sont pas autonomes. Alors s'ils ont besoin de famille, ok, on peut le comprendre, mais qui travaillent eux-mêmes alors, comme osait le bonheur ça se vole, qui travaillent eux-mêmes en thérapie, en évolution personnelle, pour trouver les personnes qui ont besoin. Donc attention aux intrus. Et comme on voit souvent, on s'en rend même pas compte. Hein. Il se faufile comme ça. Alors, c'est aussi se reposer sur ses lauriers, c'est de croire que c'est acquis en fait. Oui, c'est jamais acquis. Hein. Une relation, toujours une relation qui chaque jour doit être renouvelée. Il faut toujours faire attention, hein, effectivement, de ne pas tomber dans des habitudes, des routines. Non, la vie n'est pas ça. La vie est vie tout le temps. Vous voyez ça autour de vous dans la nature. Tout bouge, tout est en évolution. Et bien dans le couple, c'est la même chose. Alors un autre piège, c'est le fait de se sacrifier.
Des mamans par exemple, alors j'ai mis Cendrillon parce que Cendrillon elle est bonne, c'est une bonne qui est très gentille et qui fait beaucoup de choses pour les autres mais qui ne fait pas grand chose pour elle finalement. Alors si vous avez ce scénario de vie de Cendrillon, souvent vous allez faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Oui. Alors parce que souvent on a peur d'être égoïste, hein, ça peut être aussi une programmation où on te dit ouais t'es égoïste donc du coup on veut pas l'être. C'est bon d'être égoïste parce que quand on apprend à s'aimer soi, alors après on peut facilement donner de l'amour aux autres. Alors là je pense aussi aux mamans qui disent j'ai tout sacrifié pour mes enfants et voilà maintenant quand même ils me le rendent. L'amour que vous donnez à vos enfants, c'est normal, si vous les avez mis en vie, vous êtes responsable d'eux et c'est important de les aimer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir que les projets des enfants. Parce que si vous avez que les projets des enfants et que vous sacrifiez, vous allez être frustré de constater que eux vont faire leur propre projet de vie et que vous allez être en plan. Donc devenez acteur de votre vie, n'attendez pas que vos enfants aient 18 ans pour commencer à reprendre des études si vous en avez envie. Moi je connais plein de personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui soit assistent à des cours musicaux à l'académie, apprennent le solfège, prennent des formations en développement personnel, font de l'artistique. La vie c'est aussi apprendre chaque jour. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études, pour découvrir des choses et pour mettre un projet en place, un petit projet ou un grand projet. Il faut penser à soi aussi, oui, c'est important. Ça c'est être acteur de sa vie. Alors apprendre à sortir des stéréotypes de la famille. Nous on a été beaucoup conditionnés dans la religion où pour nous la famille c'était papa, maman et les enfants. Malheureusement, si on regarde autour de nous, le système n'existe plus comme cela. Donc il y a des familles monoparentales, il y a des familles avec 2 papas, des familles avec 2 mamans, des familles avec des beaux-pères, des belles-filles. Donc la famille maintenant, on peut dire qu'il n'y a plus de normes familiales. Mais du moment qu'il y a un engagement entre 2 adultes, c'est une famille. C'est ça qui est important de retenir finalement. Voilà, donc sortir des stéréotypes. Alors accepter les crises et les passer ou les repasser ensemble. Alors il faut savoir que, je vais en parler avec le livre qui vient juste après, mais il faut savoir que quand il y a des crises, c'est jamais une coïncidence. Il y a une raison. Une crise, une tension, elle est là pour exprimer quelque chose qui n'a pas été passé correctement. C'est-à-dire que alors je l'ai mis dans les enfants de l'autonomie de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais dans les étapes de vie, il y a 3 ou 4 grandes étapes où l'enfant va passer, alors il y a la première crise sur le temps, il y a une crise sur la perte d'identité de la sexualité, de homme-femme, il y a la crise de l'adolescence, voilà, il y en a d'autres, hein, après on parle de la crise de la quarantaine aussi, mais concernant nos enfants, si nous-mêmes on n'a pas correctement passé une certaine période de crise dans notre vie, on ne va pas arriver à la faire passer à nos adolescents ou à nos enfants. Donc finalement, s'il y a une tension, on peut le voir en disant chouette, avec mon enfant, je vais passer ces crises. D'ailleurs, dans les thérapies alternatives, on dit que les enfants sont là pour réparer les choses que nous, on n'a pas su réparer, nous, nos ancêtres. Donc ils sont des révélateurs de choses qui dysfonctionnent dans la famille. Et quand je dis famille, c'est aussi nos parents, nos arrière-grands-parents. Eux, ils ont des forces et des faiblesses qui nous ont transmises. Et donc ça, on va les vivre en couple. Donc quand vous prenez l'homme et la femme ou voilà, les 2 partenaires, eh bien c'est un double travail à faire. Ça sera une fois l'un qui sera ancré, ça sera une fois l'autre. Et les enfants vont révéler à chaque fois les choses. Voilà, donc on peut le faire via de la thérapie alternative et on peut aussi le faire soi-même via des livres et la communication avec le conjoint ou avec les autres. Alors, on voulait vous donner quelques références. Donc le couple en éveil, hein, donc de Jean-Jacques Crèvecoeur, et le deuxième aussi de lui, qui est Les enfants de l'autonomie. Et alors et John Gray, donc Mars, l'homme vient de Mars et la femme de Vénus. C'est un spectacle, je vous conseille de regarder, qui montre effectivement quelles sont les particularités de l'un comme de l'autre, et effectivement pourquoi il y a des fois des désententes dans un couple. Il y avait un exemple que je trouvais extraordinaire dans ce sketch, c'est par exemple l'homme a tendance à
je ne dirais pas exagéré, m'a donné des choses de manière très grandiose, alors que la femme a souvent besoin de petites attentions. Et prenez l'exemple à un moment donné de l'homme qui avait fait beaucoup d'heures supplémentaires tout le long de l'année pour se permettre un voyage extraordinaire, et voilà, il avait donc économisé comme ça, et quand le moment est venu, ils sont partis en vacances ensemble, et pour lui c'était vraiment un cadeau extraordinaire. Et quand ils sont revenus du voyage, il se rendait compte que sa femme était toujours en demande comme ça d'attention, d'affection. Il dit mais je comprends pas, il dit je t'ai offert un voyage extraordinaire, tu devrais être contente. Mais non, la femme c'est pas ça qu'elle a besoin, elle a besoin aussi des petites attentions journalières. Et c'est plutôt ça. Et ça, c'est vrai que l'homme a tendance à faire des choses de manière grandiose, un peu exagérées une fois, étant donné que la femme, souvent c'est des petites choses de la vie de tous les jours. Voilà. C'est un petit détail mais qui permet effectivement au couple de pouvoir s'épanouir, de vivre ensemble. Donc en fait ici vous avez le livre, mais il y a aussi une pièce de spectacle, Oui. le premier, et ils viennent de sortir une deuxième pièce de spectacle sur le même pièce de spectacle. De thème. On a compris, le spectacle. C'est la fin. Alors, soyez heureux à deux le plus longtemps possible, c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Nous sommes à la fin. Et voilà, donc vous pouvez nous contacter via Chocopa si vous avez des questions. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la fin de notre conférence via PowerPoint. Voilà, on espère que vous avez apprécié, que vous ferez bien les exercices. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre sur www.chocopa.be. Oui, et donc on aura l'occasion de mettre certainement encore des vidéos, d'autres vidéos dans les jours à venir ou dans les mois à venir, ça dépendra un peu de notre temps. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'en tirer profit et d'en tirer une expérience intéressante pour vous. Bon travail sur vous-même. Et là, merci beaucoup.